Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1. Je me demandais quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on avait parlé de Mercato et puis je me suis souvenu qu'on en parle chaque semaine. Mais bon, c'est plutôt positif, ça veut dire que y a beaucoup de news et il se passe des choses cette année sur le Mercato. Et oui, encore du nouveau, mais cette fois c'est du concret, moins de rumeurs, moins de blabla, plus de résultats, puisque c'est probablement ce qu'on a dû dire à Nicolas Latifi pendant une bonne partie de la saison. Le Canadien qui a eu des performances honnêtement encourageantes en 2020 et surtout en 2021. Moi je voyais une courbe de progression, je l'ai beaucoup défendu, mais il y a quelque chose qui s'est brisé ce soir-là à Abu Dhabi, bien sûr. Les critiques qu'il a reçues et l'impact qu'il a pu avoir sur la décision de ce championnat du monde de Formule 1 2021 ont clairement eu, je pense en tout cas, un impact sur la suite de sa carrière. En 2022, il n'a jamais réussi à s'adapter à ces nouvelles monoplaces. Honnêtement, ses résultats étaient quand même assez catastrophiques. Il est tout le temps loin, très loin d'Alexander Albon, qui par ailleurs en plus fait une bonne saison, donc ça le dessert. Honnêtement, pour Nicolas Latifi, malheureusement, il a eu sa chance, mais ça n'était plus possible. 3 saisons en Formule 1 et puis s'en va. La question est maintenant de savoir qui va le remplacer chez Williams, puisque donc vous l'avez compris, c'est officiel, plus de Latifi chez Williams en 2023. Et la question maintenant, c'est de savoir si ce baquet est une priorité, oui ou non, quelles options il y a. Bon, de toute façon, à peu près tous les baquets vont être des priorités, puisqu'il ne reste plus que 3 places. Alors sur le schéma que vous avez à l'écran, il en reste 4, mais il y en a un qui a été officialisé un tout petit peu plus tard dans la semaine. En tout cas, il reste une place chez Alpine, qui est la priorité de tout pilote qui veut courir en Formule 1 l'année prochaine. Mais sinon, il faut très rapidement regarder ailleurs, et notamment vers Haas et Williams. Et Williams, en fait, ce baquet pourrait intéresser pas mal de monde, parce que même si c'est pas le baquet le plus attirant de la grille, certes, ils sont derniers du classement constructeur, ça reste un baquet en Formule 1. Alors pour l'instant, celui qui semble tenir la corde, c'est un certain Logan Sargent, jeune pilote Williams qui est actuellement 4ème du championnat du monde de Formule 2. Pourquoi lui? Notamment parce qu'un Nyck de Vries est en discussion avec d'autres personnes, sinon clairement de Vries fait partie des candidats. Mais honnêtement, n'importe qui peut venir, un Schumacher qui recherche un baquet, un Ricciardo qui recherche un baquet. Il y a beaucoup de monde qui vont peut-être finalement se rabattre sur ce baquet Williams, mais pour l'écurie britannique, ça pourrait leur offrir un choix assez large avec des noms très attirants. J'ai nommé Ricciardo, Schumacher, c'est quand même pas mal du tout. Je vous le disais, il y a eu des officialisations cette semaine et il y en a donc eu une deuxième, le mercato qui se décante, les places qui se remplissent. Zhou Guanyu continuera avec Alfa Romeo en 2023, c'est mérité. Il a fait une bonne saison, il y a eu de la progression, beaucoup de malchance, mais sur les dernières courses, honnêtement, je suis pas loin de dire qu'il domine Valtteri Bottas. En tout cas, sur les 2 derniers Grands Prix auxquels je pense, Zandvoort et Monza, il était clairement devant. La saison de Guanyu Zhou, elle est très bonne et il mérite une deuxième saison pour progresser, alors qu'à l'inverse, un Théo Pourchaire qui était le remplaçant naturel, le pilote de réserve d'Alfa Romeo, n'a pas su assez convaincre. Lui, son boulot, c'était de surdominer la F2 pour essayer de poser des problèmes à Alfa Romeo. Il n'a pas gagné ce championnat et donc clairement, il n'a pas toutes les armes pour faire pression sur son écurie et son employeur. Et donc c'est logique pour l'écurie de conserver Zhou Guanyu et de placer plutôt Théo Pourchaire en pilote de réserve. Mais maintenant, quelles autres options pour le pilote français? Parce que c'est certain, il sera pilote de réserve, pilote de développement, 3ème pilote pour Alfa Romeo l'année prochaine. On va lui donner tous les statuts possibles et imaginables, ne vous inquiétez pas. Ce sera le 3ème homme d'Alfa Romeo. Sans oublier quand même Robert Kubica qui apporte le sponsor Orlen et c'est très important. Kubica sera toujours présent, mais voilà, pour Théo Pourchaire, on sera le 3ème homme de chez Alfa Romeo. En revanche, il ne sera plus pilote de Formule 2, il l'avait dit plus tôt dans la saison, il n'y aura pas de 3ème saison en F2 pour lui. Et donc s'il veut avoir un programme à côté pour continuer à rouler, il n'y a pas 200 000 options. L'endurance, ça paraît un petit peu compliqué. Et les 2 options qui sortent, en fait, ce sont la Formule électrique, parce qu'il a participé au développement de la 3ème génération, mais apparemment, il a plus trop de contacts en ce moment en Formule électrique, même si on sait que ça peut aller quand même assez rapidement. Et l'autre option, ce serait d'aller en Super Formula, là notamment où un Pierre Gasly s'était rendu en 2017 après son titre de GP2. C'est une sorte de Formule 2 améliorée au Japon. Bref, c'est des monoplaces qui vont très vite, qui bombardent, mais c'est un championnat très particulier, une culture très particulière, tout se déroule au Japon. Donc en termes d'adaptation, c'est pas forcément facile. Les monoplaces d'ailleurs, elles aussi, sont très particulières. Ça peut être un challenge très intéressant pour un Théo Pourchaire, mais si jamais il venait à ne pas surdominer ce championnat, ça pourrait clairement le desservir. Et on sait que c'est loin d'être facile de dominer en Super Formula.
Et maintenant qu'on a parlé de ça, eh bien il reste 2 baquets disponibles en Formule 1 pour la saison 2023, au-delà donc de celui de Williams. C'est le baquet As, dont apparemment Schumacher est extrêmement menacé. C'est plutôt une question de son attitude en interne qui, semblerait-il, ne conviendrait pas trop. Il essaye d'avoir une rivalité apparemment avec Kevin Magnussen. On lui reproche de ne pas assez apprendre du pilote danois. Günther Steiner n'a pas l'air d'être très heureux avec Mick Schumacher. Il n'a pas aimé le fait que celui-ci essaye potentiellement d'étudier la piste Aston Martin quand elle s'est libérée. Et le pilote allemand se retrouve donc en difficulté, en position de faiblesse et de pourquoi pas être remplacé. On sait que Hülkenberg notamment est une option solide au même titre qu'Antonio Giovinazzi. Mais on attendra encore de voir, ça devrait pas être le prochain baquet officialisé. Celui qu'on attend vraiment maintenant, c'est le baquet Alpine, le meilleur baquet encore disponible sur cette grille, celui de la 4e force du plateau. Et Laurent Rossi qui disait qu'ils avancent tranquillement. Ils avaient au départ 14 candidats, ils n'en ont maintenant plus que 6. Pour les trouver les 6, honnêtement, bon courage. Les premiers qu'on voit, c'est Gasly, De Vries, Douane, Mick Schumacher peut-être, Daniel Ricciardo est sûrement encore sur la liste. Et puis un dernier, mettons Hülkenberg, allez, Giovinazzi, pourquoi pas, il a participé au test avec Alpine. Voilà, ça fait 6 pilotes, mais on voit qu'il reste encore du monde, du beau monde, mais peut-être pas de l'aussi beau monde que ce qu'aurait pu espérer Alpine. En tout cas, on continue d'avancer, notamment sur le dossier Gasly, qui semble clairement être la priorité. Le pilote français d'ailleurs l'a confirmé, il y a bien des discussions à l'heure actuelle, et lui espère que ça va se décanter dans les 2-3 prochaines semaines, donc les réponses ne devraient pas tarder à arriver. Et le duo franco-français dans l'écurie française, eh ben, ça se précise. Voilà pour les updates mercato de la semaine. Je vous propose de passer au reste des actualités F1. Vous allez voir que c'est assez chargé avant le retour à Singapour. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actualités F1 de cette semaine. Et forcément, il suffisait que j'en parle la semaine dernière pour qu'on vienne nous les remettre sur le plateau. Ça a été confirmé à partir de 2023 et donc ça va durer plus longtemps que cela. Il y aura 6 courses sprint par saison. C'est un pur plaisir. Le calendrier à 24 courses, 6 courses sprint, enfin, c'est génial, on va se régaler. Les destinations n'ont pas encore été confirmées, le format pourrait peut-être même un petit peu évoluer. On va attendre d'avoir plus d'informations, mais en tout cas c'est confirmé, au moins 6 Grands Prix accueilleront de l'action le vendredi, samedi et dimanche. Ça va faire une saison 2023 très chargée. Rendez-vous compte, si on prend en compte les sprints, il y a 30 courses dans l'année. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Petit mot rapide pour vous dire que cette saison, elle commencera à Bahreïn, ça on le savait déjà, mais elle commencera à Bahreïn aussi pour ce qui est des essais hivernaux avec 3 jours d'essais à Bahreïn du 23 au 25 février. Et d'après Auto Hebdo, ce seraient les seuls essais hivernaux, donc seulement 3 jours pour se préparer à la saison, comme il y avait eu en 2021, mais 2021 déjà le contexte était très particulier et c'était des monoplaces qu'on maîtrisait parfaitement. Là on va être seulement dans la 2e année de cette nouvelle ère, donc ce sera très faible, les écuries devront s'adapter très vite et essayer de comprendre vraiment rapidement leur monoplace. On surveillera donc ce que ça donnera, mais le premier Grand Prix à Bahreïn, si c'est comme ça, risque de voir pas mal d'abandon. Et puis si on regarde sur du vraiment plus long terme, vous savez qu'à partir de 2026, il y aura des nouveaux moteurs avec des carburants renouvelables. Et bien, ces carburants, ils seront produits pour Mercedes, toujours par Petronas. Le partenariat a été étendu, donc au-delà de l'arrivée des nouveaux moteurs, partenaires historiques de l'écurie Mercedes depuis qu'ils sont revenus en Formule 1. Et on va donc continuer d'avoir cette petite touche bleu-vert sur la flèche d'argent. Ce week-end, c'est le retour à Singapour. Déjà, c'est le retour de la F1 après 3 semaines sans Grand Prix et le retour sur ce circuit iconique à Marina Bay après 2 ans d'absence pour cause de la crise Covid. On est de retour pour le premier Grand Prix en tout cas ce qui avait été le premier Grand Prix de nuit de l'histoire de la Formule 1. Depuis, ça a un petit peu changé, mais c'est clairement un tracé incroyable, une course hyper exigeante qui dure en général environ 2 heures. On la suivra bien évidemment ensemble comme d'habitude. Vous le verrez juste après, mais il y a de très gros enjeux. En tout cas, Singapour, c'est toujours une course très intense, très dure pour les organismes. Vous savez que les pilotes font la course avec des sacs de glaçons. Clairement, ils vont souffrir et il y aura des rebondissements puisque c'est statistique. À Singapour, il y a 100% de voitures de sécurité. Enfin, 100% des éditions ont connu au moins une intervention de la voiture de sécurité. Il y en a toujours une chaque année depuis l'arrivée du circuit en Formule 1 en 2008. En 12 éditions, on a eu 20 interventions de la voiture de sécurité.
Clairement, il devrait se passer des trucs ce week-end. Et les écuries justement ont tout fait pour qu'il se passe des choses. Eh bien oui, on attaque la dernière partie de saison, il reste 6 courses. C'est donc le moment d'apporter les ultimes améliorations et c'est notamment le cas d'AlphaTauri avec les premières améliorations visibles sur la monoplace. L'aileron avant a changé de look. Il était temps pour AlphaTauri, il y avait déjà eu un package d'améliorations au Grand Prix de France mais ça ne s'était pas vu ni à l'œil ni sur la performance. On va espérer pour eux que ça s'améliore. Nouveau fond plat également pour Alpine qui espère gagner du rythme mais surtout qui va devoir faire face à un potentiel retour de McLaren, l'écurie qui a, soyons honnêtes, plagié le concept d'entrée d'air de Red Bull. Bon bah forcément, hein, quand une équipe domine le plateau, et bah les autres vont regarder ce qu'ils font de mieux qu'eux. Et donc on a ces fameuses entrées d'air un petit peu en forme de pelle qui débarquent sur la McLaren. Une McLaren qui va d'ailleurs changer de look pour Singapour et le Japon. Un look un petit peu cyberpunk d'après ce qu'ils en disaient, un petit peu futuriste. Bref, le lien avec leur partenaire OKX. Bon, j'attends de voir ce que ça va donner en piste. C'est un petit peu particulier à l'œil nu, mais de nuit à Singapour, ça pourrait rendre un truc assez sympa. Au Japon, de toute façon, on sera bien trop fatigué pour voir si c'est une belle voiture ou non. Il y a de très gros enjeux et l'histoire pourrait s'écrire ce week-end. Max Verstappen pourrait devenir champion dès le Grand Prix de Singapour. Pour cela, il faut maintenir à distance Charles Leclerc et Sergio Pérez. Bon, la principale menace, c'est Charles Leclerc. Et ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut que Max Verstappen s'impose avec le meilleur tour et que Leclerc soit 8e ou moins. S'il n'a pas le meilleur tour, que Leclerc soit 9e ou moins. Et dans les deux cas, que Pérez ne soit pas dans le top 3. Bon, ça va être compliqué, mais honnêtement, vu la saison qu'on a eue, il n'est même pas impossible que Max Verstappen soit sacré dès Singapour. Et ça, ce serait quand même quelque chose d'assez extraordinaire, peut-être aussi extraordinaire que le chiffre qui va s'afficher au moment de ce dimanche et du départ de Fernando Alonso pour son 351e Grand Prix record dans l'histoire de la Formule 1. Kimi Raikkonen va déjà être battu par le nouveau vétéran du sport, Fernando Alonso, qui, je vous le rappelle, en plus a encore un contrat pluriannuel avec Aston Martin. Il l'a dit de toute façon, il se voit bien aller jusqu'à 400 courses. Et vu comme c'est parti, vu le nombre de Grands Prix par saison, eh ben ça le fera sans problème. Et puis enfin, dernière petite info sur Singapour, c'est qu'Alexander Albon est de retour. Il s'est fait opérer de l'appendicite, je vous le rappelle, il y avait eu des petites complications, mais il est bien présent ce week-end à Singapour. La piste a été un petit peu resurfacée, donc ça devrait aller pour les boss, mais il y en aura quand même. Et si jamais il souffre trop, eh bien écoutez, Nick De Vries devrait être sur place pour le remplacer au pied levé en cas de besoin. On enchaîne avec une info qui a été révélée par le Télégraphe. La W Series pourrait s'arrêter prématurément. Je vous le rappelle, il reste 3 meetings dans cette saison, mais la situation financière de ce championnat est catastrophique. En plus de n'avoir pas atteint ses objectifs, je vous le rappelle, hein, l'objectif c'était de découvrir les meilleurs talents féminins du sport automobile et derrière de leur permettre d'avoir une carrière dans le sport mixte. Et normalement, celle qui a gagné toutes les éditions de la W Series, c'est-à-dire Jamie Chadwick, devrait être en F3, en F2. Et elle est toujours en W Series, donc cette série clairement n'arrive pas et n'atteint pas ses objectifs et elle pourrait disparaître prématurément, peut-être même dès cette année. Je vous tiendrai en tout cas au courant là-dessus. Et la dernière petite info, là par contre, c'est du plaisir. Il y a eu un post Instagram de Sébastien Vettel et pour une fois, il n'annonce pas sa retraite puisque c'était la seule chose qu'il avait posté sur Instagram jusque-là. Mais c'est plutôt un teaser de ce qui ressemble à un documentaire sur le quadruple champion du monde allemand. Et alors si c'est vraiment ça, ce sera de la régalade absolue pour que lui-même le partage et tout, c'est qu'il est impliqué dans le projet. En tout cas, quoi que ce soit, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Bref, il y a des bonnes nouvelles. On parle de Sébastien Vettel et même s'il va quitter la Formule 1 à la fin de cette saison, il a un compte Instagram, donc on pourra avoir des nouvelles de lui dans le futur. Voilà pour les news de cette semaine. Je vous propose maintenant de jeter un petit coup d'œil dans le rétro, très intéressant, avant de regarder le programme de ce week-end. Vous en avez forcément entendu parler et on vous en a forcément reparlé avec l'arrivée de la F1 à Singapour. Un seul mot, Crashgate. Alors si vous connaissez l'histoire, restez quand même. Si vous ne la connaissez pas, installez-vous confortablement, on va se régaler. Je vais vous raconter l'histoire de l'un des plus gros scandales de la Formule 1, tout simplement. Mais je vais plutôt essayer de vous la raconter avec mes mots, histoire de vous faire vivre un petit peu ce que moi j'ai vécu. Bon, alors à l'époque j'avais 3 ans, mais quand j'ai un petit peu découvert cette histoire par la suite, on revient en 2008. Il faut savoir à ce moment-là que Fernando Alonso est revenu chez Renault après une collaboration qui n'a pas du tout fonctionné avec McLaren. Il s'était beaucoup embrouillé avec Lewis Hamilton. Il y avait eu notamment le Spygate, ça il faudra qu'on en reparle. C'est là pour le coup peut-être le plus gros scandale de l'histoire de la Formule 1. Mais bref, on se concentre aujourd'hui sur
ce que tout le monde a toujours rêvé un petit peu de faire dans des jeux vidéo, tricher pour gagner, sauf que ça a marché. Fernando Alonso en 2008 est donc de retour chez Renault, puisqu'il a donc dû quitter McLaren un petit peu en urgence et trouver une solution de repli. Il est de retour avec l'écurie avec laquelle il est devenu double champion du monde en 2005 et 2006 et se retrouve avec un petit jeune à ses côtés, Nelson Piquet Jr., le fils du triple champion du monde. Et la saison est très compliquée. Clairement, la Renault est mauvaise. Seulement, Piquet va réussir à monter sur le podium en Allemagne grâce à une safety car sortie un petit peu de nulle part qui va lui permettre d'aller accrocher une deuxième place un peu miraculeuse. Et ça va donner des idées à un certain Flavio Briatore, patron un petit peu mafieux, pour vous le dire avec mes mots, de l'écurie Renault à ce moment-là. Flavio Briatore, clairement, c'est une légende de l'histoire de la Formule 1, pas que dans le bon sens du terme, mais clairement, c'était un personnage assez extraordinaire. Et donc, pour que Piquet, qui fait clairement une mauvaise saison jusque-là et se fait surdominer par Fernando Alonso, conserve son baquet, ils vont lui proposer un marché assez simple. Tu vas te mettre dans le mur quand on te le dit pour aider ton coéquipier. Non, ce n'est pas une blague, c'est l'ordre qui a été intimé par Flavio Briatore et Pat Fry pour que le jeune Brésilien conserve son baquet pour la saison 2009. Et alors là, il n'y a eu aucune discrétion dans le tour de formation, à répétition générale. Piquet fait littéralement la même erreur qu'il fera dans le 13e tour, c'est-à-dire qu'il part en tête à queue en réaccélérant trop fort, une erreur dont les pilotes ont jugé par la suite qu'elle était facile à faire. Piquet réaccélère trop fort en sortie d'un virage et va se prendre le mur à l'opposé en patinant, donc il le répète dans le tour de formation et le fait derrière en course au 13e tour. Mais alors comment ça peut aider son coéquipier? Bon, ça provoque une safety car, certes, mais ça va pas faire gagner Alonso d'un coup. En fait si, parce qu'à l'époque, il n'y a pas le droit de s'arrêter au moment où la voiture de sécurité est déclenchée. À la base, c'est pour des questions d'équité, pour éviter notamment une situation à la Abu Dhabi 2021. Si vous voulez rentrer au stand, on attend que tout le monde soit regroupé. Or, Fernando Alonso, coéquipier de Nelson Piquet qui vient de se cracher, vient de passer par la voie des stands. Comme par hasard. Alonso est donc dernier, mais tout le monde va rentrer au stand et lui ouvrir la voie. Il se retrouve en tête sur un circuit où il est extrêmement compliqué de dépasser et miracle, Fernando Alonso va gagner le Grand Prix de Singapour dans, bon, je vais pas dire la poubelle, mais la voiture assez médiocre qui était la Renault à cette époque. Complètement extraordinaire et bon on a quand même rapidement oublié le crash de Nelson Piquet Jr. En tout cas Flavio Briatore et Pat Fry font bien la fête. Si la voiture était mauvaise, il n'était pas non plus impossible de gagner avec, puisque dans des conditions très particulières, Alonso s'imposera juste après au Japon. Mais bon, là c'était encore d'autres circonstances, et clairement la victoire à Singapour, elle n'aurait jamais eu lieu sans cet accident. Mais alors comment est-ce qu'on a appris qu'il y avait eu tricherie? Eh bien tout simplement parce que un an plus tard, à l'été 2009, Nelson Piquet, il fait toujours pas le travail, Flavio Briatore en a marre. C'était un directeur un petit peu, alors je vais pas dire tyrannique, mais autoritaire de son écurie, un petit peu à la Helmut Marko dans sa gestion des pilotes. T'es pas bon, tu dégages. Nelson Piquet était écarté à la mi-saison de l'écurie Renault, remplacé par un certain Romain Grosjean à partir de Valence. Sauf que ça lui plaît pas trop, et sur les conseils de son père, qui a une certaine influence, il va révéler toute la supercherie et la triche organisée par l'écurie Renault. Pat Fry est suspendu, Flavio Briatore est interdit à vie d'exercer en Formule 1, même si à l'heure actuelle il est toujours le manager de Fernando Alonso, mais bon, ça semble pas trop poser de problème. Et à l'heure actuelle, au palmarès de la Formule 1, la victoire de ce Grand Prix de Singapour 2008 est toujours attribuée à Fernando Alonso et à Renault, que je trouve complètement extraordinaire, notamment parce que cette course a eu un impact dans la décision du championnat du monde de Formule 1 2008. Vous le savez, ce championnat que Massa a perdu dans le dernier virage du dernier tour de la dernière course du championnat. Il y avait eu un petit problème au stand à ce moment-là pour Felipe Massa. Et donc c'est un Grand Prix qui a été truqué tout simplement, mais on n'a pas vraiment pu faire autre chose que de virer les responsables. Fernando Alonso, lui, n'a jamais été inquiété. Quant à Nelson Piquet, écoutez, c'est vrai ça, Nelson Piquet. Si quelqu'un a des nouvelles, je veux bien. Je me demande s'il n'a pas fait un peu d'endurance à un moment, mais Nelson Piquet, en tout cas, sa carrière en Formule 1 à ce moment-là, complètement terminée. On n'a plus entendu parler. En tout cas, l'histoire du Crashgate, c'est clairement une histoire assez exceptionnelle que vous devez connaître si vous découvrez un petit peu la Formule 1. J'espère que ça vous aura plu. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time.
Le programme de ce week-end et à la une, c'est donc forcément le Grand Prix de Singapour dont on a parlé et qu'on suivra ensemble bien évidemment en direct sur cette chaîne YouTube dimanche à partir de 13h45. Le départ est fixé à 14h. Attention, c'est un petit peu plus tôt, la course est de nuit. Enfin bon, vous commencez à connaître Singapour et sinon petite piqûre de rappel. Donc on suivra peut-être ensemble le deuxième titre de la carrière de Max Verstappen. En tout cas, il va se passer énormément de choses. Soyez présents et si vous voulez vous lever un petit peu plus tôt, eh bien, il y a le Grand Prix de Thaïlande de MotoGP ce dimanche à partir de 10h. Là aussi, Fabio Quartararo, qui a repris quelques points à Pecco Bagnaia au Japon la semaine dernière, va essayer de consolider son avance. Sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter pour avoir aussi les notifications des prochaines vidéos et donc des prochains streams. On se retrouve quant à nous en direct ce dimanche, j'espère vous retrouver nombreux. D'ici là, portez-vous bien, écoutez, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.